bienvenue les acharnés du WRC. On se retrouve avec Guillaume, première émission de la saison. Le championnat du monde des rallyes a recommencé, on est en 2025. C'est pour moi l'occasion de te souhaiter une bonne année, même si on est fin janvier, mais quand même, bonne année, surtout la santé, plein de belles choses. Avant toute chose, comment vas-tu Guillaume ? Eh ben, écoute, salut Fabien, bonjour à toutes et tous les acharnés du WRC. Effectivement, on pointe juste à temps, puisque c'est le dernier jour normalement officiel pour se souhaiter les vœux. Donc bah écoute, ça va pas mal. Bien occupé déjà ce début d'année, un superbe rallye Monte Carlo pour commencer. Et puis à mon tour aussi de te souhaiter, ainsi qu'à tous nos auditeurs et visionneurs sur YouTube de ce podcast, le meilleur, de pouvoir avoir cette santé si importante pour profiter à fond de tous ces bons moments rallystiques et de sport auto qui nous attendent encore sur 2025, qui a commencé sur les chapeaux de roue. Alors, j'en profite aussi pour dire qu'on n'est pas qu'en vidéo, on est aussi en podcast, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus. Rappelle-toi, sur Apple Podcast, sur Spotify, les gens peuvent nous retrouver. Allez, je vais te faire un petit cadeau avant de débuter sur le championnat du monde des rallyes. Je sais que tu es un amoureux du WEC et il y a une annonce ce matin parce qu'on est vendredi. Ford qui s'engage avec sur le WEC. Comme tu le sais, il va y avoir des répercussions et pas forcément positives sur M-Sport. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette annonce, de cette venue de Ford en WEC et surtout, qu'est-ce que tu penses de cette annonce pour M-Sport ? Et bah déjà, en tant que, comme tu le disais, de fan de l'endurance et du WEC, on peut que se réjouir d'avoir encore un nouveau constructeur qui s'engage là à partir de 2027. Ça devient juste complètement dément, hein, la liste des hypercars et des LMDH qu'on va avoir et LMH qu'on va avoir dans le championnat du monde. C'est magique, c'est le revival aussi de la fameuse rivalité entre Ferrari et Ford qui va pouvoir avoir lieu avec tous les autres qui seront toujours là. On imagine Toyota, Hyundai, si on veut mentionner tous ceux qui sont présents aujourd'hui en WRC. Et donc effectivement, suite aux rumeurs, ou en plus des rumeurs qui planent au-dessus de Hyundai Motorsport en WRC et sur l'avenir justement, puisqu'on sait qu'ils sont en train de déménager, de changer de locaux, de réduire un peu la voilure sur Alzono. Pas mal d'équipes qui rebasculent aussi sur le Paul Ricard pour faire le développement de la nouvelle GMR 01, donc qui sera l'hypercar de Hyundai en championnat du monde. Effectivement, c'est pas forcément des super bonnes nouvelles pour le WRC et là on le dit déjà depuis quasiment 2 ans qu'on se côtoie et qu'on fait ces débriefings, mais il faut vraiment que les instances dirigeantes elles se penchent très rapidement sur la réglementation déjà 2026 peut-être et encore plus technique 2027 pour avoir quelque chose qui soit clair, qui soit figé et qui donne envie à d'autres constructeurs de revenir, parce que certes il y en a, je sais même plus, mais peut-être une douzaine ou une quinzaine d'engagés en WEC, mais il y en a encore d'autres. Je pense qu'on aimerait tous le retour de Subaru, de Mitsubishi en rallye, et pourquoi pas de Seat. Et tous ceux qui sont déjà en Rallye 2, un Citroën, un Skoda, voilà, j'en passe et des meilleurs. Il y a toute une liste de concurrents qui seraient à faire revenir en WRC, mais tout ça va passer par une réglementation claire, figée, intéressante et qui permette une vraie bagarre. Parce que, alors je suis un peu long, je suis désolé, mais on le voit aussi sur le Dakar. Il y a une compétitivité qui est extrême en fait dans tous ces championnats. Alors je suis pas du tout favorable à ça, à tout ce qu'on va appeler la BOP, la balance de performance, l'équivalence des technologies et des performances pour ajuster un petit peu les performances, comme son nom l'indique, et donner une chance à tout le monde. Et cette année, on a encore vu au Dakar que ça a été juste incroyable parce que malgré les 4 ou 5 constructeurs engagés avec des technologies différentes, et le fait de mettre des capteurs de couple qui permettent d'équilibrer les puissances et les vitesses en fait, ça fait qu'on a une compétition qui est folle à tous les niveaux, et ça c'est extrêmement important pour pouvoir vendre le produit
Voilà, un petit peu le ressenti. Donc beaucoup de travail sur cette année. Non, mais en gros, on va un peu se stopper là parce qu'en fait, tu nous fais le teasing sur une émission qu'on doit faire depuis de nombreuses semaines Ouais. déjà, qui est sur l'évolution du championnat du monde des rallyes. Cette émission va absolument falloir qu'on la fasse parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on revient sur le Monte Carlo. Ouais, Je me baisse parce que moi, je me suis mis. juste pardon, je te coupe la parole Vas-y. pour juste annoncer effectivement à nos auditeurs de podcast, à nos visionneurs sur YouTube que cette année on a quand même des grandes ambitions pour ces émissions, pour le podcast. On va essayer de faire des choses vraiment diverses et variées sur de la technique, sur de l'organisation, sur faire participer des gens qui n'ont pas forcément toute la visibilité qu'ils méritent dans le domaine du sport auto, et que voilà, on peut que les encourager à s'abonner pour être au fait de toutes ces news, de nous donner des idées aussi de ce qu'ils veulent dans les commentaires, dans le petit pouce levé, le partage sur les réseaux sociaux, et on va faire une belle année. Oui, on est presque à un chiffre rond hein, au niveau des abonnés. On est presque à 500. Ça serait bien de passer 500, 1000, peut-être un peu plus. Ça serait vachement sympa. Bon, direction le Monte Carlo. Je me suis mis, pour ceux qui m'écoutent mais qui me voient pas, je me suis mis aux couleurs de quelqu'un qui a écrit la Décima. Bah, c'est l'homme du week-end, hein, qu'on le veuille ou non, quand même. Je vais quand même énumérer le classement général pour que tout le monde se rappelle un petit peu. Donc, victoire de Sébastien Ogier et Vincent Landé. Second, Elfyn Evans à 18 secondes 5. Troisième, premier podium pour le Français Adrien Fourmeau qui est à 26. Au Ça a Monte Carlo. été pour le Monte Carlo, au général, ouais, pardon. Ça a été un dimanche absolument magnifique. Hein, voilà. Quatrième, Calro Vampera à 54. Cinquième, Tanak à 59. Sixième, Neuville à 5,44. Joss McErlin à 10,15 qui est septième. Huitième, Cocorico, Léo Rossel qui gagne donc le WRC2 devant Nicolas Griezine. Eric Amier, 10e et devant Léo Rossel, 11e. Et puis, on va faire quand même un coucou à Pablo Sarrazin qui finit lui 16e, à Raphaël Astier, premier RGT, 17e. Franchement, amener une deux roues motrices à ce niveau-là, c'est admirable. 20e, Sarah Roumeau qui rentre dans le top 15. Et pour moi, le coup de cœur, mais on y reviendra, de ce rallye Monte Carlo, il est 21e et c'est Arthur Pellamourgue avec la Clio Rallye 3 qui a fait vraiment ça a été extraordinaire. On y va. J'ai une première question. Décima pour Sébastien Ogier. À mon avis, ce record, il n'est pas prêt de tomber. Hein. Bah ouais, c'est sûr que là, 10 victoires. Alors, on le rappelle, hein, 10 victoires, c'est 9 en WRC et une en IRC qui a été sa première en 2009. Parce qu'on va toujours avoir les petits soupes au LED qui vont nous rappeler la rivalité entre Loeb et Ogier. Comme tu le sais, moi, j'ai aucune préférence. Pour moi, ils sont à égalité. Ils ont tous les deux des avantages, des inconvénients pour être considérés comme le meilleur pilote de rallye de l'histoire. Mais en tout cas, la page qu'a écrite Sébastien Ogier avec Vincent Landel ce week-end est encore magistrale. C'est le seul, hein, tout simplement, à avoir gagné un rallye 9 fois. En championnat du monde, une 10e victoire au Monte Carlo, donc là maintenant, donc une 9e en WRC, ce qui lui permet d'en avoir une de plus que Loeb. Voilà, juste magnifique, pas grand chose à dire. Juste, je te coupe. Tout le monde nous gonfle, bien sûr, avec cette fameuse histoire d'IRC, mais peut-être que sa victoire sur l'IRC, avec le nombre d'engagés qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens des noms, Oui. Skoda, je pense qu'elle vaut peut-être 2 victoires en WRC cette année-là. Hein. Donc, elle n'est pas galvaudée. Hein. Non. Ah bah non, c'est sûr qu'elle est pas galvaudée quand on voit la compétition qui pouvait y avoir. Hein. On rappelle que l'IRC, c'est quand même le championnat qui a lancé Thierry Neuville, entre autres, Craig Breen et plein, Andreas Mikkelsen, et Zapeka Lappi. Ouais, il y avait des Vouillos, Voilà, tous les plus grands sont passés par ce championnat à l'époque où le WRC était complètement phagocyté par les deux pilotes Citroën et les deux pilotes Ford. Donc voilà, après, non, c'est sûr que c'était une magnifique victoire pour commencer, absolument pas attendue. C'était sa première fois sur une 207 S2000. Enfin, bon, on vous laissera regarder les livres d'histoire, mais en tout cas, justement, dans ce livre, c'est une nouvelle page qui s'est écrite ce week-end, qui est juste magnifique. Une maîtrise complète du rallye, encore une fois.
alors certes, ça a été un petit peu plus compliqué que les autres années, je pense, parce qu'il y a eu ces petites fautes. On a vu que comme à la fin de l'année dernière, le niveau est quand même extrêmement, extrêmement relevé. Et malgré la maîtrise et la connaissance d'un terrain en particulier, tous ces pilotes, ils peuvent absolument pas lâcher, ils peuvent pas rouler à 95%. Il faut qu'ils soient quasiment à 100%. Et c'est ce qui m'avait marqué sur toutes les sorties de route qu'il avait pu faire l'année dernière en fin d'année, que je me disais que sur les années précédentes, il avait toujours cette marge de sécurité qui lui permettait de ne pas sortir. Et là, il l'a plus. S'il veut être performant, il l'a plus. Et on l'a vu aujourd'hui, enfin ce week-end, avec la sortie de route le tête à queue du jeudi soir qui aurait pu lui coûter le rallye très clairement. Et puis une petite erreur le vendredi matin aussi, il me semble. Ouais. Bon, voilà. C'est comme il l'a dit, il avait son étoile et c'est que du bon. Oh, et puis tu sais, en foot, on dit que les grands gardiens, ils ont la baraka, ils ont toujours un petit peu de chance. Là, c'est pareil, hein, c'est un grand pilote, ça a toujours un petit peu de chance. On n'enlève rien aux autres pilotes, mais c'est vrai que là, c'était son week-end. On y va, direction les équipes. On va commencer avec Toyota, Hyundai et puis Ford. En fait, j'ai l'impression que c'est en pente descendante au niveau des voitures engagées. Toyota, ils avaient 5 voitures. On le rappelle, Ogier, Evans, Rovanpera, Lappi et Katsuta. Qu'est-ce que tu... Pajari, pas Lappi. Pajari, oui, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Oui, non, mais en plus, je focalise là-dessus parce que pour moi, c'est un petit peu la déception. Pas que son rallye pas bon, je le voyais un petit peu plus haut. On y va. Qu'est-ce que toi, tu as pensé globalement de la performance de Toyota sur ce rallye Monte Carlo? Moi, pour te lancer, j'ai l'impression que il y a eu un Sébastien Ogier, c'est son rallye. Pour moi, la grosse satisfaction, c'est Elfyn Evans parce qu'on n'a pas forcément parlé et c'est le bonhomme du rallye quand même, hein, c'est le grand bonhomme. Rovanpera qui est là et les deux déceptions, c'est un petit peu Pajari, je le voyais un tout petit peu plus haut, un peu plus performant, et Katsuta qui fait du Katsuta et qui me désole une fois de plus. Qu'est-ce que toi t'as pensé de Toyota? Assez d'accord avec toi. Donc la masterclass de Ogier et Lander, on va pas trop y revenir dessus, hein. On pourrait en parler un peu des heures pour dire qu'il a maîtrisé, qu'il a laissé couler quand il y avait besoin, quand il n'avait pas la bonne monte pneumatique. Comme le dimanche, clairement la spéciale du milieu, il avait absolument pas les bons pneus, mais il a limité les dégâts et ensuite il a su attaquer quand il fallait et faire mal, dégoûter les autres quand il le fallait. Donc ça, c'est sa connaissance du terrain, c'est son expertise aussi. Même si les pneus étaient complètement nouveaux pour tout le monde, il a montré sa capacité d'adaptation, tout simplement. Donc on va pas trop s'épandre là-dessus. Pour Elfyn Evans aussi, assez agréablement surpris, très clairement. Le bonhomme du week-end, je sais pas, parce qu'il y a quand même, comme on l'a dit, la perf d'Ogier, il y a l'énorme perf d'Adrien Fourmeau aussi. Evans... je me permets de te couper. Pour moi, c'est le bonhomme parce qu'en fait, il y a une pression de fou et il n'a pas le programme de Ogier. Ogier, s'il sort, c'est pas grave. Lui, il joue un championnat et ça roule quand même. Ça s'envoie quand même. Mais il joue un championnat pour lui cette année. Je dirais que en fait, il a moins de pression que l'année dernière parce qu'il y a Kalle Rovanpera qui est revenu. Et autant l'année dernière, il y avait que 2 pilotes à temps plein chez Toyota qui étaient Evans et Katsuta, sur qui on misait pour jouer le championnat constructeur et les championnats pilotes s'ils pouvaient, notamment pour Evans, hein, bien entendu. Mais là, cette année, le fait que Kalle Rovanpera revienne à temps plein, c'est lui qui doit assurer, c'est lui qui doit aller chercher des gros points. Et Evans, à mon avis, il est un peu plus libéré. Et en plus, et ça, c'est à voir sur les prochaines étapes, mais on avait tendance à penser que ces hybrides, en fait, ne lui convenaient pas. Alors il y avait peut-être pas que ça, hein, il y avait aussi la nouvelle technologie du châssis tubulaire qui est arrivée sur les voitures en 2023, je crois. Et à partir de ce moment-là, en plus de l'hybride, c'est là où il a vraiment, on va dire, sombré. C'est un bien grand mot, hein, bien entendu, mais qu'il a baissé en performance par rapport aux autres. Et aujourd'hui, il semblerait, peut-être, encore une fois, c'est à confirmer sur les prochains rallyes, que le fait de ne plus avoir cet hybride, de ne plus devoir gérer
une recharge, une réaccélération, le boost qui arrive à un certain moment et pas à un autre. Ça a l'air de plutôt bien lui aller. Alors après, à voir, à confirmer. Si on passe ensuite sur les autres pilotes, donc du team, Kalle Rovanperä, déjà, bon, on sait que il n'est pas du tout fan du Monte Carlo. Il le fait parce qu'il est obligé de le faire. Il a très très largement limité les dégâts puisqu'il marque 18 points, je crois. Tanak doit en marquer 11 et Neuville 9. Donc les principaux rivaux affichés, en tout cas en début d'année, c'est lui qui s'en tire le mieux. Même si il déteste ce rallye, hein, très clairement. On l'a vu dans la spéciale 11, Oui. qui a été un peu décrié. Il a dit mais c'est complètement débile de faire des spéciales comme ça. On prend zéro plaisir, c'est dangereux. Enfin, on va pas revenir là-dessus. On va dire mention, j'allais dire bien pour Kalle Rovanperä. Ensuite, si on passe sur les deux membres du team B, on va dire satellite de Toyota, Sami Pajari et Takamoto Katsuta. Pajari, moi j'ai été plutôt satisfait de sa prestation. Je suis très très déçu qu'il soit sorti le dimanche parce que j'aurais aimé le voir à l'arrivée dans une position quand même assez décente par rapport à tous les autres pilotes qui connaissaient beaucoup mieux leur monture et beaucoup mieux le rallye. Ça, faut pas l'oublier. Pajari, il est quand même, ça doit être son quatrième rallye sur une rallye 1, je pense, quelque chose comme ça. Donc il découvre complètement ces voitures-là. Hein. Donc pour moi, c'était prudent, pas d'erreur avant cette cette grosse sortie, on va dire, dans des conditions qui étaient très très délicates. Hein, on l'a vu. Donc un peu déçu pour lui, mais j'allais dire pas trop mal dans l'ensemble. De toute façon, on l'attendait pas sur un rallye comme celui-là. Non, mais moi, tu vois, j'aurais vu sur des petits éclats de temps en temps, tu vois, un petit peu plus haut sur certaines spéciales, parce que parfois, il prenait quand même de sacrés écarts sur au kilomètre. Hein. C'était ça un peu. Moi, je le voyais juste un petit peu plus haut, tu vois. Après, il sort, c'est vrai que c'est un peu la boulette. S'il finit, c'est mieux, tu vois. Mais c'est vrai qu'il sort, hein. C'est un peu la boulette. Katsuta. Encore une fois, il était juste là pour apprendre. C'est comme McErlin, on va y revenir, mais McErlin, bon, il fait un rallye consistant. Et Pajari, c'est exactement ce qu'on lui demandait, c'était d'être à l'arrivée, justement, d'apprendre au maximum. Bon, il sort le dimanche matin, il lui manque pas grand-chose. Ce qui est juste dommage, c'est que il a loupé tout l'apprentissage dans des conditions très délicates et de savoir être inconfortable dans la voiture pendant de longues spéciales et devoir faire face à des surprises qui peuvent arriver d'un virage à l'autre. Donc c'est là où il va lui manquer l'apprentissage. Et Katsuta, là pour le coup, je dirais mention médiocre. Jamais dans le coup en termes de chrono. Bon après il avait l'air d'être assez malade. Sur les interviews, il toussait énormément. Je pense qu'il devait être fatigué aussi en même temps. Mais bon, un rallye qui se solde par une nouvelle sortie de route. Bon, on va pas passer trop de temps. On sait pourquoi il est là. Il faut un pilote japonais chez Toyota. Très clairement, moi je pense que ce sera de toute façon sa dernière saison. On va passer à Hyundai. Alors je vais un petit peu te teaser moi ce que j'ai pensé de Hyundai. Gros rallye d'Adrien Fourmont. On l'attendait, il a été au rendez-vous avec un super choix de pneus le dimanche. Hein. Ça peut faire victoire, hein, ce choix de pneus. Hein, c'est pas très très loin. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu l'arbre qui cache la forêt pour Hyundai? Est-ce que Hyundai va pas vivre une saison un petit peu compliquée? Tanak est là. Neuville, il roule comme un champion du monde, il se fait piéger. Hein, à partir de la première sortie, c'est un petit peu terminé. Qu'est-ce que toi t'as pensé de Hyundai? Moi, j'ai l'impression que alors c'est juste un sentiment. Hein. Est-ce que pour Hyundai, ça va pas être une saison un petit peu compliquée? C'est trop tôt pour tirer des enseignements. De toute façon, dans un sens comme dans l'autre, on peut pas dire que Toyota va avoir une saison complètement facile et que Evans et Rovanperä vont survoler les débats. Comme là, on peut pas dire que Neuville et Tanak vont avoir des rallyes aussi galères toute l'année. Comme il l'a dit, Thierry Neuville, il vaut mieux avoir tous les problèmes et sur un seul et même rallye plutôt que de les cumuler sur différents rallyes les unes après les autres.
Juste, je me permets de te couper, hein, mais tu sais, il y a toujours cette petite musique qu'on entend qui revient. Ouais, que le départ de Toyota à la fin de la saison. On a même lu, enfin moi j'ai lu alors sur des sites, hein, fin de développement à partir de mars. Il y a eu un départ majeur dans l'équipe pendant l'intersaison. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça peut avoir une influence sur effectivement, le développement de l'auto à un moment donné? Parce qu'on sait que la saison, c'est quasiment un an. C'est très long, une saison. Ah bah oui, 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 le rallye d'Arabie Saoudite, je me rappelais plus le calendrier exact, hein, mais ça doit être Oui. fin novembre, hein, donc effectivement, ça va s'étaler sur vraiment sur les 11 ou 12 mois. Ce qu'il en est de la suite de Hyundai, ben oui, oui, on sait pas, on sait pas. C'est vrai que c'est un peu flou, comme je te le disais. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des déménagements qui sont en cours en termes d'infrastructure, c'est qu'il y a des équipes et des ressources humaines qui sont réorientées sur le programme endurance. Donc c'est sûr que ça va pas aller dans le sens du développement à tout va qu'il y a pu y avoir sur les prochains mois. Ça, je dirais, il y a que eux qui le savent en interne. Aujourd'hui, ils ont une auto qui quand même est performante. Adrien Mmh. Fourmeau l'a prouvé. Aude Tanak l'a prouvé aussi sur les spéciales dans lesquelles il était vraiment à l'aise et dans lesquelles il voulait vraiment attaquer. Donc, encore une fois, ne tirons pas des conclusions trop hâtives. On va voir déjà en Suède où là, clairement, bah, ils vont avoir une vraie carte à jouer de par les positions sur la route, hein, que ce soit Thierry Neuville ou Aude Tanak, qui vont être extrêmement bien placés. Enfin, encore une fois, par contre, il faudra voir les conditions météo parce que on pense qu'ils vont être très bien placés, mais en fonction des conditions, peut-être que le premier sur la route sera le plus avantagé quand même parce que plus de grippe avec une glace vraiment vive. Tout va dépendre. Mais il y a de fortes probabilités que le fait de ne pas balayer en Suède puisse les aider grandement sur la première journée. Donc on verra. On verra. Je pense que Hyundai, c'est vraiment la position de c'est pas satisfaisant, clairement. Mmh. Il s'attendait, il voulait plus. Je pense que Thierry et Hot se sont pris un bon petit coup de pied aux fesses aussi avec Adrien et la performance avec Alexandre Coria, son copilote, que ça va un peu réveiller tout le monde et puis qu'ils vont se dire ah bah ouais non finalement on n'est peut-être pas que tous les deux et il va peut-être falloir Mmh. jouer à trois et ça après ce sera le rôle de Cyril Abitboul de bah, justement d'organiser tout ça, de dire ben ouais on part avec trois pilotes et on part pas avec deux plus un. À vous d'être les plus performants pour que vous puissiez aller chercher des victoires. Mais quand même, ce rallye, il reste quand même, pour revenir à Hyundai, ça reste un rallye de légende, hein. Tu sais, le choix de Fourmeau, c'est un petit peu un choix à la Bouffier quand il gagne son Monte Carlo sur un choix de pneus, il gagne sur une spéciale. Non, mais il aurait pu quasiment gagner sur la première, parce que moi, quand je suis devant ma télé à 6 heures du matin, que je le vois partir là-dedans et que ça sort, il y a Katsuta qui sort, il y a Pajari qui sort, je dis, mais il est complètement fou, il va pas sortir de là, lui. Il va pas en sortir. Et finalement, ça peut faire, sur la totalité de la boucle, ça peut faire victoire quand même, hein. Ouais, je suis pas certain quand même. La deuxième place, oui, très clairement. C'est vrai que ça se joue à, je pense, un quart d'heure, 20 minutes de soleil pour continuer à faire fondre un peu la Mmh. neige en haut du Tirini. Mais Ogier était quand même loin. Bon, il reste quand même 20 secondes à aller chercher. Elle est grattée. Pour la victoire, je pense que c'était pas à la régulière, ça aurait pas été jouable. Pour la deuxième place, très clairement, je pense que Evans il s'en sort quand même très bien, surtout avec la petite erreur qu'il fait Ah ouais. sur la fin. Mais en termes de choix de pneus, ce qui a été fait par Hyundai, c'était clairement de partir avec trois montes complètement différentes le dernier jour sur chacune des voitures, en se disant bah, Neuville, lui, il prend la monte la plus risquée, on va dire, parce qu'il a rien à perdre. Au mieux, si c'est vraiment le bon choix extrême, il peut gagner une, voire deux places, peut-être, Mmh. et encore. Tanak, c'était le choix un peu plus, on va dire, mi-figue, mi-raisin, assez safe. Il en colle une belle à Adrien, justement, dans la première, et par contre, il en reprend une grosse derrière. Et Adrien, bah, lui, c'était le choix peut-être un
petit peu plus agressif, justement, avec un petit peu Mhm. plus de risque, parce qu'on s'est dit peut-être, allez, on va chercher la deuxième place peut-être, et puis si jamais ça veut pas faire, il y a Hot derrière qui est là pour récupérer la troisième place. Et puis voilà. Donc non, en termes de stratégie, c'était plutôt pas mal, j'ai trouvé. On va passer maintenant à M-Sport. Alors, M-Sport, moi, le sentiment que j'ai, parce que toute l'année, moi, je vais te livrer un petit peu mon sentiment, et toi, tu vas nous donner le tien et débriefer un peu plus dans la technique sur toutes les équipes. Moi, j'ai l'impression que le résultat ne reflète pas vraiment le rallye de M-Sport. En fait, Munster se fait piéger, comme beaucoup. Mais il a fait un rallye plutôt solide avec quand même des perfs assez intéressantes, voire même plus qu'intéressantes. Il se fait piéger bêtement, enfin bêtement, c'est jamais bêtement, mais il se fait piéger. Et le jeune Irlandais Matt Kerlin, si je le dis bien, bon, il en prend énormément, mais c'est un Monte Carlo, première fois dans une rallye 1, c'est pas facile. Et il sort pas, il est à l'arrivée. C'est quand même pas mal. Ah ouais, non, c'est un rallye plutôt positif, on va dire, pour M-Sport. Dans le sens où, effectivement, Munster, le vendredi, il signe quand même des temps. Je crois qu'il est 3 fois dans le top 3 des spéciales du vendredi. Alors, avec une position sur la route qui est pas forcément avantageuse, qui est pas forcément non plus très désavantageuse. Mais ça a été bien. Il a fait des belles performances avec des bons choix de pneus aussi. Ça l'a bien aidé. C'est vrai que c'est dommage qu'ils sortent. C'est dommage qu'ils sortent parce que même le samedi, il avait fait des bons temps. Malgré le fait qu'il avait abandonné le vendredi soir suite à des problèmes électriques, ça il faut pas l'oublier. Il a été à 2 doigts de pas repartir quand même le samedi. Il refait des bons temps, notamment son premier scratch en WRC Ouais, dans la première spéciale du samedi. À superbe pondérer, image d'ailleurs. ouais, superbe image qui fait plaisir à pondérer un tout petit peu. Et là, je suis désolé, je suis un peu pisse-froid quand je dis ça, mais c'est parce que aussi Neuville a eu son problème Ouais. électrique qui l'a obligé à stopper, à faire un reset dans la spéciale, sinon je pense qu'il aurait été plus rapide. Mais en tout cas, très belle Je te coupe, récompense. Pour rappeler la performance, après l'ES6, Munster est quatrième au général à 22 secondes 5 après 6 spéciales. Ah oui. Pas mal, hein? Non, c'est une, Pas mal. une très beau début de rallye. Ça a été vraiment dommage cet abandon sur le routier. Je sais pas s'il avait pas eu une petite crevaison aussi à un moment. Oui, il a crevé aussi. Il a Ouais, crevé. qu'il avait Il- déjà fait perdre un peu oui, le fil sur la fin du vendredi. c'est dans la Euh, 7 qui crève. Ouais, et puis ouais, c'est dommage. C'est dommage cette sortie de route parce que ça entache un peu ce rallye qui était vraiment beau. Et encore une fois, c'est pas tant le nombre de kilomètres qui va lui manquer à la fin du rallye pour son expérience, c'est plutôt le fait d'être dans des conditions piégeuses, complètement inconfortables. Dans la première spéciale du dimanche, on entendait souvent son copilote qui lui disait allez, ça va le faire. De toute façon, on n'a pas le choix, on continue, on prend son mal en patience. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est plutôt ces conditions-là qui vont être dommageables par la suite. Et puis pour McErlin, écoute, moi je vais lui adresser mes plus plates excuses parce qu'avant le rallye, moi j'avais clairement dit que pour moi il allait finir même derrière les 3 premières rallye 2, qu'il allait être à des années-lumière des autres, ce qui a été le cas jusqu'au samedi midi, je Mmh. crois. Et Ouais. puis après, ça a été un petit peu mieux. Et puis finalement, il fait un rallye sans encombre, sans. Ouais, j'ai l'impression que c'est presque un des seuls qui a eu zéro problème pendant tout le rallye. Il est passé au-delà des embûches, il ramène la voiture à la maison, pas une égratignure, de l'expérience de prise. Voilà, à voir sur des terrains qu'il maîtrise un petit peu mieux, qui sont plus stables, plus constants, ce que ça peut donner. Mais bon, clairement, on va pas en attendre des. Moi déjà, s'il fait un top 5 dans l'année, je pense que ce sera déjà beau. Non, mais bon, pour mettre en parallèle quand même, parce que il était quand même compliqué ce Monte Carlo, il n'était pas si facile que ça. Il rentre sans avoir fait une touchette. On sait que la saison précédente, par exemple, Munster, lui, finit dans le rallye, il finit pas le rallye. Donc, Ah déjà, oui. être à l'arrivée sans rien avoir cassé, c'est pas mal. Maintenant, on va passer un petit peu le point positif.
Alors, pendant tout ce Monte-Carlo, on n'a pas entendu parler d'hybride. C'est un miracle, hein. Personne n'a râlé et c'est le bon point positif, bonne décision de la FIA d'avoir enlevé ça. Et puis, on n'a pas entendu parler des pneus. Tout le monde nous parlait, on a entendu ici ou là la catastrophe en Cook, bah finalement personne n'a rien dit. Tout le monde a fait son rallye. Il y a eu que très peu de crevaisons. Je crois qu'il y a juste Munster qui a crevé une fois. Neuville. Et sur un rallye, hein? Neuville aussi. Ouais, Neuville, oui, qui sort la deuxième fois. Deux crevaisons, mais en Cook, on n'a pas entendu parler d'un Cook. Ça n'a pas été la cata. Qu'est-ce que toi t'en pensais de ce premier rallye? Et ben qu'on partait vraiment avec des a priori aussi sur comme tu l'as dit le fait qu'il y a eu très peu de développement qui avait été fait, qu'à l'époque Pirelli avait quand même une voiture, on le rappelle, sur l'année précédente qui avait été mise à disposition, la C3 WRC avec Andreas Mikkelsen qui faisait beaucoup de séances de développement aussi pour adapter les pneus. Ça n'a pas été le cas pour Hankook. Les pilotes ont eu très très peu de temps d'adaptation. Il y en a qui ont roulé quasiment une seule journée dans des conditions pas forcément similaires au Monte-Carlo. Donc très difficile de faire un choix de pneu quand on ne sait pas comment va se comporter le pneu dans telle ou telle condition qui n'a jamais été testé. Ouais, je dirais c'est bien qu'on n'en ait pas entendu parler. C'est bon signe. C'est bon signe. Oui. Après, à voir sur la durée de la saison. Il va y avoir. Alors le début de saison est très très compliqué pour eux parce que là on est sur le Monte-Carlo, on peut tirer aucune conclusion. On part direct en Suède avec des pneus beaucoup plus étroits, des pneus clous. Après on repart. On peut en tirer zéro conclusion. On repart sur le Kenya avec des pneus terre qu'il faut les plus résistants possibles pour éviter le carnage. Et puis après, on revient et je crois qu'on va au Portugal sur la terre ou les Canaries, je sais plus. Et où là, encore une fois, c'est peut-être une manche asphalte aux Canaries, mais qui n'a rien à voir avec les pneus qui ont été au Monte-Carlo, sachant que le pneu le plus dur au Monte-Carlo, c'était le pneu soft, qui sera qui sera le plus tendre aux Canaries. Et des contraintes qui sont complètement différentes. Donc, non, bravo à eux. Ils n'ont pas fait de bruit, c'est très très bon signe, en espérant que ça dure. Allez, on va faire un dernier retour sur ce Monte-Carlo en WRC, on le fera sur chaque vidéo. Ton positif, ton négatif et ton neutre en WRC sur cette première manche du championnat du monde. En une phrase, hein, très très courte, très concise. Le positif, je dirais, c'est Adrien Fourmeau. Très clairement, qui m'a impressionné, qui a impressionné beaucoup de monde, je pense. C'est aussi, on va dire, l'ensemble des performances des Français qui, alors certes, c'est un rallye en France, il y a une grande majorité d'équipages français, mais ils ont quand même remporté toutes les catégories, le triplé en WRC2, pas en rallye 2, hein, et en WRC2 en tout cas, le triplé. Arthur P. Lamourgue, comme tu l'as mentionné, Raphaël Astier, que je salue avec Denis Giraudet, l'inusable à ses côtés, qui remporte le RGT encore une fois et le deux roues motrices. Et puis Arthur P. Lamourgue qui fait une magnifique performance aussi. Et puis tu les as mentionnés aussi, mais Pablo Sarrazin, Sarah Rumo, c'est important parce qu'ils sont là pour apprendre et ils ont appris, ils sont à l'arrivée. Le neutre, je dirais, Hyundai, comme je t'ai dit, on ne sait pas trop quoi en penser dans un premier temps. Et puis la déception, je dirais que c'est clairement Katsuta. Bon, ok. Voilà. Et toi, de ton côté, comment ça... Le positif, c'est moi en fait. Le positif, c'est mon retour sur le Monte-Carlo en tant que spectateur après plus de 10 ans d'abstinence. C'était pas prévu et je suis allé en selle. J'ai pas eu de bol. La spéciale a été annulée après 1h30 de galère de marche et enfin bref, c'était top. Et on est allé dans la 7 et on a eu un passage absolument magnifique. J'ai filmé, je le mettrai sur le début de la vidéo. Donc je suis content parce que je m'attendais à un petit peu la galère, on va dire, et finalement, ça s'est pas trop mal passé. Les spectateurs ont été plutôt sages où j'étais, et j'ai vachement pris du plaisir. Non, en aparté, le point positif pour moi, c'est Sébastien Ogier avec la décima. On peut pas lui enlever. C'est un seigneur, il est dans l'histoire du rallye. On l'aime, on l'aime pas. Enfin, peu importe. Gagner 10 fois le Monte-Carlo, c'est pas donné à tout le monde. Le neutre pour moi, c'est clairement Hyundai. J'attends à voir. J'attendais. Après. C'est un premier rallye, c'est un début de saison, c'est un petit peu neutre. Et tout comme toi, le
point négatif, c'est vraiment Katsuta. Katsuta s'est lancé céphalogramme plat. Enfin, voilà, il est sous assistance respiratoire depuis des rallyes. Je pense que s'il n'était pas japonais, il faut appeler un chat un chat. Ça ferait bien longtemps qu'il serait plus là. Bien sûr. Et quand on voit la relève japonaise, ils sont un petit peu dans le dur parce que ils n'ont pas été très performants. Je crois qu'il y en a un qui est sorti d'ailleurs. Ouais, une jolie sortie de Yamamoto dans un arbre. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est toujours après, c'est toujours un peu le même truc récurrent qu'on parle toujours, qu'on dénonce. Il prend le volant de quelqu'un qui pourrait être putain de plus tueux que lui, mais c'est fait comme ça. Mais c'est vrai que Katsuta, je l'attendais quand même un peu plus haut, un peu plus performant. Maintenant, on a déjà pas mal de temps de vidéos. Il y a beaucoup de choses à dire. On va parler au WRC2. Alors, le WRC2, j'ai un sentiment un petit peu mitigé. Quand j'ai vu la liste des inscrits, alors bien sûr, les Français ont été au rendez-vous. Griezin, que j'adore, a été au rendez-vous. Greenpeace aussi. Mais je me suis dit, ils sont où? Et Toyota, il n'y a que Solberg. J'ai l'impression que Skoda, par Nicolas Griezin et Greenpeace, il n'y a pas grand monde. Et les C3, elles sont là, mais j'ai l'impression pas que c'est en perte de vitesse. Alors c'est un premier rallye, c'est un Monte Carlo. Mais j'ai eu le sentiment d'une catégorie un petit peu abandonnée. On parle du WRC2, pas des rallyes 2, vraiment Ouais. C'est un peu le sentiment que j'ai eu. Alors je peux me tromper, les rallyes à venir vont peut-être me faire mentir. Mais sur le coup, j'ai eu Toyota avec Solberg, une voiture, alors que la voiture est particulièrement jeune. Bon, Ford, on n'en parle pas parce que les Fiesta sont plus là. Les Skoda, il n'y a plus que Greensmith et Griezin, que deux autos, on va dire, supportés par Skoda, et puis il y avait ces trois de l'autre côté. Enfin, j'étais un petit peu étonné du platon WRC2. Ouais, mais là, je pense que c'est clairement la problématique de choix des manches sur lesquelles tu dois marquer des points. Le Monte Carlo, il se suffit en lui-même, on va dire, au niveau attractivité de l'engagement. Il y a énormément de Rallye 2 qui ont été engagés par des privés, que ce soit des Français, des Italiens, et j'en passe, et des meilleurs. Mais juste, c'est un rallye qui, je pense, est justement tellement aléatoire que si t'es pas vraiment confiant sur ta capacité à aller marquer des gros points, ce qui est clairement le cas d'un Rossel x2, parce que Léo aussi, même si c'était sa première fois, bon, ça reste de l'asphalte, il pouvait prétendre à avoir plus de chances de gros points sur un rallye comme celui-là qu'en Suède ou sur de la terre, par exemple. Mais je pense que c'est là la problématique, parce qu'un Solberg, par exemple, un Griazin, ils se disent au départ, il y a tellement d'aléas, c'est tellement dépendant d'une plaque de glace, d'un mauvais choix de pneus, que en fait, tu prends des risques à partir sur un rallye comme celui-là, sans avoir un taux de conversion suffisamment élevé, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais alors pour quelqu'un qui n'a pas de problématique de budget et qui peut faire, s'il veut, les 14 rallyes en rallye 2 et ne nommer que les 7 rallyes. Oui, mais alors l'inverse est aussi faisable. On prend du principe que les rallyes les plus loin sont les plus faciles à marquer. Au Japon, il y a des gains. Le Safari, il n'y a personne. Oui. On a retrouvé au Safari, comment il s'appelle déjà pas le Polonais, là. Oui, c'est le Polonais, là. Jetanovic, ouais, tout à fait. Ouais, donc il score. Mais dans le sens inverse, tu prends Lapi, il se prend un animal sur la tronche au Safari. Et quand tu parles avec Nico Siamin, il te dit que c'est aléatoire aussi. Oui, si tu pars de ce principe-là, tu t'inscris sur. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que par exemple l'année dernière, tu avais quand même l'Espagnol qui a fait une super perf avec la Skoda. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est que par exemple Toyota, la voiture est jeune et on n'a pas vu une auto, quoi. Une auto. Ouais, mais Toyota, ils sont pas là pour non plus. Non, mais t'as bien un mec qui peut monter enfin, il y a bien quelqu'un qui peut monter un programme. Enfin, Monte Carlo, c'est un rallye super aléatoire, mais il y en a beaucoup des rallyes super aléatoires. Tu vois ce que je veux dire? Si tu pars de ce principe-là. Pas tant que ça. Tu mentionnes le Safari et le Monte Carlo. Pour moi, tu vois, si j'ai le choix à faire et que j'ai l'argent, si je veux que marquer des points, je préfère aller au Japon que faire le Monte Carlo.
parce qu'au Japon, tu as des conditions qui sont stables. Enfin, tu vois, t'as pas de problématique de choix de pneus ou quoi que ce soit. Tu sais que tu vas te retrouver tout seul et quasiment, et qu'il n'y a pas grand monde qui va y aller. Mais alors que Monte-Carlo, peut-être que tu pouvais savoir, et encore, au début de l'année, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui a annoncé ses programmes, donc est-ce que ça aurait changé des choses? Tu vois, si par exemple, c'est pas possible, mais enfin, tu vois, Ouais, comment mais alors, tu sais que sur le Monte-Carlo, tu vas avoir par exemple 10 voitures engagées en Rallye 2, en WRC2, avant que toi tu t'engages? C'est ça la problématique. Et c'est un peu le jeu du chat et la souris, c'est que oui, il y en a un qui va dire ah bah moi je vais faire ci, ça et ça. Et puis l'autre, pour l'éviter justement, parce que c'est la problématique du WRC2, c'est qu'il y a une politique possible d'évitement et de clash entre les meilleurs pilotes et les prétendants au titre pour pas se piquer les points justement. Donc, qu'est-ce qui te dit que le mec, il s'est vraiment inscrit et nominé ces rallyes-là? Enfin, tu vois, c'est un peu la problématique. Et là, sur tout premier rallye, je comprends cette frilosité en fait. ouais, mais moi, enfin, tu vois, moi, voilà, j'étais un petit peu peiné parce que tu vois, moi, j'étais au bord des spéciales. T'as les 10 premières rallyes 1 qui sont absolument magnifiques. Tu vas passer Russell, Griezin, Greensmith, son frère, et puis après, voilà, Ah bah oui, un step oui, énorme, tu vois. Et bien sûr. dans le sens inverse, tu vois, l'année dernière, moi, par exemple, sur le rallye d'Europe centrale, j'avais dit, bah, Russell, il va les prendre, il va les tuer à tous, hein. C'est sur l'asphalte, c'est son truc et tout. Hein. Finalement, il sort. Tu vois, c'est quand même. Ouais, mais parce que le niveau de compétition était pas pareil. Ouais, tu vois. Donc, Mais ça. ouais, non, mais je suis d'accord. C'est cette problématique. On en revient et on en parle quasiment à tous les, à tous Ouais. les épisodes. C'est le fait de choisir des manches et des endroits où tu vas où tu vas t'affronter. Et c'est la problématique. Hein. Bon, passons à autre Bon, chose. on va passer. Alors moi, j'avais une question, on va dire, c'est un petit peu la question technique, parce qu'on fera aussi sur chaque émission un petit peu la question technique. On va en faire deux là, une sur les Monte Carlo et une sur la Suède. Hein. La question technique, c'est derrière toi. Et il y a une voiture derrière toi. Alors on sait qu'il y a le pilote, le copilote, mais comment tu arrives à placer une RGT aussi haut en deux roues motrices avec les conditions que tu as? Est-ce qu'il y a des réglages spéciaux? Comment tu prépares un Monte Carlo avec une auto comme ça pour être aussi haut? Et ben, quand tu prépares un Monte Carlo avec une auto comme ça, déjà, tu espères que ce soit le plus sec possible. Pour plusieurs raisons. Déjà, voiture propulsion, l'Alpine, Ouais. propulsion, donc les roues motrices à l'arrière, ce qui aide pas à la stabilité, notamment comme on le voit sur l'image, quand c'est givré, quand c'est glacé ou juste mouillé. Et puis surtout, il y a une chose qui est importante, c'est que une Alpine ne peut prendre qu'une seule roue de secours. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais tes choix de pneus, comme on l'a vu sur les rallyes 1 et les rallyes 2, à chaque fois, les commentateurs disaient bien, ah, ils ont 4 pneus comme ça sur la voiture et 2 pneus d'un autre type dans le coffre. Donc, il peut faire du montage croisé. Puisque c'est 4 roues motrices. Ça, c'est le troisième point que tu ne peux pas faire sur une RGT, puisque en fait, tu vas, ou alors c'est très très compliqué de croiser les pneus pour avoir un comportement qui soit suffisamment sain, parce que tu vas pas avoir la roue arrière gauche qui motrice et la roue avant droite qui potentiellement sur une rallye 1 pourrait motricer aussi en même temps. Là, c'est pas du tout le cas, puisque tu es en propulsion et que 2 roues motrices. Donc, c'est toutes ces problématiques-là qui sont vraiment, vraiment différentes du reste. Le gros avantage qu'ils avaient, je dirais, c'est qu'ils étaient en pneus, ils pouvaient être en pneus Michelin, et on pense toujours que c'est quand même plus performant que les Hankook pour le moment, avec beaucoup plus de développement et d'expérience sur ces conditions-là, on va dire. Et puis après, bah, tout simplement, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, c'est adapter les réglages, le setup de l'auto en fonction en souplesse, en hauteur de caisse et sur le comportement de la voiture en elle-même. Mais après, c'est le pilote qui fait la différence, hein, ça très clairement. Raphaël Astier, c'est quand même une référence justement sur l'Alpine.
Il a quand même été champion de France de roue motrice là, en 2023. Il a quand même fait des grosses perfs. Il a une très grosse expérience pilote de développement sur la GT+ aussi. Donc oui, c'est surtout le pilote qui permet et la gestion de tout ça qui permettent d'amener la voiture aussi haut. En tout cas, bravo à lui parce qu'une propulsion sur la glace et le verglas, ça doit pas être facile. Non, c'est sûr. Rien que de ramener la voiture, c'était déjà magistral. Tout dans la première spéciale du dimanche qui était apocalyptique, hein, c'était une spéciale où tu pouvais sortir quasiment à tous les virages. Alors tu m'excuses, mais je vais pointer avant toi pour une fois, hein, et donc je vais te donner mon prono du rallye de Suède, ok? Ouais. Allez, victoire de Rovanperä, avec une grosse bagarre avec Tanak qui va finir deuxième. Troisième, j'ai joué mon petit joker, on va dire, allez, peut-être pas Palapi, tiens, Pajarri, excuse-moi, je vais y arriver. Pourquoi pas Pajarri? Quatrième, allez, Evans. Cinquième, Neuville. Et sixième, Munster. Voilà. Ok, ouais, intéressant et ambitieux. Moi, je vais repartir sur, oui, Rovanperä. Je pense que là, pour le coup, ça fait complètement sens. Après, par contre, je mettrais peut-être un Neuville sur la régularité, parce que je pense que Tanak, je vois bien Tanak avoir quelques petites embûches et embrassades avec des murs de neige, même si c'est pas ce que je lui souhaite, hein, bien entendu. Et puis sur la troisième marche du podium, je mettrais le Pajarri. Il me fait envie aussi. Mais dans la continuité, je pense que j'espère que Fourmeau et Coria pourront continuer à marquer des gros points et être là. Et puis derrière, après, on va dire quatrième Evans, cinquième Tanak et sixième Pajarri. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, okay, ouais. okay. Après, c'est tellement vite fait de perdre 1 ou 2 minutes sur un mur de neige et tu peux faire tous les temps scratch si tu perds ces 3 minutes dans le mur de neige le temps que tu as des spectateurs. Si jamais il y a des spectateurs qui viennent te sortir, ça peut aller très très vite. J'ai une question pour toi. Les rallyes sur neige, t'en as fait combien toi? 3. 3. Donc tu connais un petit peu l'aspect technique. L'année dernière, je sais pas si tu te souviens, on avait abordé l'aspect technique sur les pneus et les clous. J'aimerais que tu nous parles aujourd'hui de cette saison de la liaison au sol et du moteur, de l'importance des cartographies. Comment tu règles sur la Suède la carto d'un moteur et qu'est-ce que tu fais sur les trains roulants pour arriver quand même à avoir un max de tenue de route sur un rallye qui est spécifique comme le rallye de Suède? Alors, je dois t'avouer que aujourd'hui, je suis pas suffisamment au fait de la réglementation en termes de cartographie. En gros, c'est pour savoir s'ils ont des choix vraiment rallye par rallye qui sont complètement libres, parce que tu te rappelles, hein, quand il y avait l'hybride, ils étaient obligés de déposer des cartographies à la base qui pouvaient sélectionner au début des spéciales. Aujourd'hui, j'ose imaginer qu'ils sont complètement libres là-dessus et qu'ils ont retrouvé une liberté et qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Donc là, très clairement, ce qui va être important en termes de moteur, c'est de favoriser le couple pour avoir vraiment de l'accroche, mais en évitant le patinage aussi. Donc ça va être cette justesse à trouver entre couple et puissance, justement, pour pouvoir passer la puissance vraiment au sol. Quand tu as des clous qui sont tout neufs ou quand tu as des clous qui sont un peu plus usés, que tu en as un peu moins sur le pneu, c'est là aussi où on va voir comment Cook va réagir et comment ses pneus vont réagir, parce que une des problématiques, c'est de garder les clous dans les pneus. Au Monte-Carlo, ça avait l'air d'être plutôt correct. Parce que même sur la dernière spéciale de la boucle du dimanche, ceux qui étaient partis en clous, ils ont quand même mis des belles valises à ceux qui étaient en pneus neige. Donc ça veut dire que les pneus avaient quand même bien résisté, les clous avaient résisté aux 2 premières spéciales et demie.
et à tout le routier qu'il y avait entre aussi, parce qu'il y avait quand même énormément de kilomètres sur la route. Donc là, j'ai pas trop de doutes là-dessus, même si les contraintes sont complètement différentes en Suède. Et puis sur la partie liaison au sol, le plus important c'est ça, c'est de pouvoir transmettre cette puissance au sol, d'avoir les roues en contact le plus souvent. Et donc, c'est pas forcément celui qui va sauter le plus loin qui va aller le plus vite du coup, parce que quand tu es en l'air, tes pneus ils touchent pas la route et en fait tu brasses de l'air plutôt que de redonner de l'élan à ta voiture. Donc les suspensions sont extrêmement importantes aussi, d'avoir des suspensions qui soient assez souples, justement pour absorber toutes les petites irrégularités du terrain, tout en favorisant la tenue de route et le comportement général de l'auto, parce qu'il faut pas avoir un bateau non plus qui t'éjecte vers l'extérieur des virages. Mais une question, tu joues sur la vitesse de pointe parce que on sait que c'est un rallye qui est vachement extrêmement rapide, hein, avec des vitesses assez folles, des vitesses moyennes. Les mecs, ils jouent sur la vitesse de pointe des autos ou pas du tout? Non, tu peux pas jouer sur la vitesse de pointe puisque tu as tes rapports de boîte qui sont homologués. Donc tu as une boîte courte, une boîte longue. Et une fois que tu as homologué tes rapports sur la boîte longue, tu peux pas forcément les changer par la suite. Donc tu as une vitesse de pointe qui est limitée, un rupteur qui est à un certain moment. Et donc non, tu joues plutôt sur toutes les phases de reprise et la motricité de manière générale dans tout le reste de la spéciale. Et surtout d'atteindre cette vitesse de pointe le plus rapidement possible, parce que c'est là où tu vas pouvoir gagner des secondes aussi. Tu joues aussi sur l'aéro, ça compte beaucoup sur un rallye comme ça? Ça peut jouer, ça peut jouer beaucoup effectivement, parce que les vitesses de passage en courbe sont quand même élevées. Après, comment te dire, le problème, c'est que tu te dis que oui, l'aéro, ça aide énormément. Par exemple, Raphaël Astier, quand il monte dans la GT+, par rapport à la RGT chez Alpine, avec le gros aileron, avec le spoiler à l'avant, il sent clairement une différence d'aéro. Aujourd'hui, tu as tellement de petits contacts avec les murs de neige, etc., que tu vas pouvoir perdre quelques petits éléments aérodynamiques qui vont pas avoir un impact énorme. Par contre, oui, si tu perds l'aileron à l'arrière, là tu vas complètement, tu vas perdre complètement la stabilité de ta voiture. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'ils doivent pouvoir jouer sur l'aileron, parce qu'il n'y a pas de partie mobile, que ce soit sur les ailerons à l'arrière et sur la face avant de la voiture, tout est homologué. Donc à partir de là, non, c'est pas comme en monoplace où tu vas pouvoir jouer sur l'angle de l'aileron. C'est très figé. D'ailleurs, en parlant d'aileron, moi je l'aurais bien récupéré l'aileron de Tanak, hein, qui avait l'air en très bon état. Bien heureux celui qui l'a récupéré. Mais il l'a ramené chez Toyota apparemment. Chez Hyundai, apparemment, il l'a ramené. Alors après, je te laisse lire ou pas les querelles. Moi, les querelles ou les fausses infos, les intox et autres, qui disent qu'ils sont bien gentils chez Hyundai. Apparemment, ils lui auraient fait qu'un t-shirt. Enfin bref, c'est des querelles de comptoir qui m'exaspèrent au plus haut point. Donc, il a eu la bonne intelligence de ramener la pièce. Et bien évidemment, on pense aussi à tous nos équipages amateurs, tous ceux qui ont fait ce on allait en parler. Ils se sont un peu saignés pour participer à ce rallye. D'ailleurs, je fais un grand coucou à Jean-Luc, avec qui j'ai énormément échangé, qui a eu de très très belles expériences dans le passé de Monte-Carlo amateur, et on n'arrête pas d'en discuter, c'est juste magnifique. Et tout ça pour dire que oui, si vous récupérez un aileron, un élément de carrosserie ou autre qui vous paraît encore en bon état et qui appartient a fortiori encore plus à un amateur, ramenez-lui, ça lui fera plaisir. Après, si c'est un rétro d'une Toyota ou du Hyundai, là vous pouvez vous éviter le kilométrage pour aller à l'assistance, il devrait pas boiter. Moi je vais alors c'est mon petit quart d'heure remerciement et puis petit coucou avant qu'on se quitte. Moi je voulais quand même tirer mon coup de chapeau à Thibaut Poiseau, un amateur qui nous envoie à chaque fois du rêve au bord des spéciales, notamment avec sa Skoda. J'ai vu quelques fois, qui finit 36e. Julien Saunier aussi 37e. Julien Saunier,
avec Oui, une vainqueur, Clio. vainqueur en Rallye 5, je crois. Ouais, c'est ça. Le fils de Lecourt aussi, 30e, Elliot. Belle performance. Un Ouais. petit Corse, Rossi aussi, 28e, qui le fait souvent, juste derrière. Voilà, enfin bref, les amateurs et les Français sont là. C'est ce qui fait la beauté du Monte Carlo, parce que à chaque fois on arrive à. Bon, il y a aussi Jérôme Aymar avec sa Clio RT3. Ça fait des années qu'il fait le Monte Carlo avec cette Clio. Enfin, il y a plein de personnes qui fait la beauté de ce rallye et de beaucoup de rallyes de championnat du monde. C'est-à-dire que les professionnels, les grandes équipes se côtoient avec les amateurs. Et puis c'est l'occasion pour moi de te remercier une fois de plus d'être présent, de m'avoir fait confiance et de continuer avec faire vivre ta passion et de me donner toujours tes éléments éclairés. Et je fais aussi un coucou à Michel, avec qui je discute énormément, Le et fameux. à quelqu'un qui s'appelle JB Marcus, que j'adore. Je lui fais un Ouais, ouais, grand ouais. coucou. Il veut pas venir, c'est un gros. Je suis très triste en fait qu'il veuille pas venir devant la caméra. Les deux sont des personnes assez exceptionnelles. Michel aussi, je le côtoie depuis de nombreuses années Ouais, maintenant, et ce partage de passion est juste magnifique. JB Marcus, donc c'est le créateur et celui qui tient le site internet Planète Marcus, c'est ça. qui est juste une mine d'informations. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de cartes interactives, de résultats, de détails, de statistiques et autres. C'est une mine d'informations, et comme toi, c'est un grand fan de basket et de NBA, C'est comme ça, moi oui, aussi je sais. d'ailleurs. Donc, Je sais, donc je on sais. partage pas mal de choses, c'est sûr. Donc moi aussi, je leur fais des grands coucous. Et puis je vais juste conclure parce que ça fait déjà 1 heure tout pile là Ouais. qu'on discute. Pour vous annoncer aussi une très belle nouvelle, c'est que Auto Mini Racing a de très fortes chances d'ouvrir ses portes sur la fin du premier semestre 2025. Donc, D'accord. je vous le rappelle, hein, vous le voyez ici, hein, Auto Mini Racing sur Facebook et Instagram, c'est une exposition permanente d'un peu plus de 6 ou 7 000 miniatures et dioramas du sport automobile, donc du rallye bien entendu, mais pas que, de la Formule 1, de l'endurance, du GT, des courses américaines. Et donc tout est en train de se finaliser avec la ville de Saint-Étienne pour l'ouverture. Et justement, abonnez-vous à nos comptes Instagram, Facebook, à la chaîne YouTube de Fabien Temps Scratch aussi, parce qu'on va vous faire des belles surprises, on va vous faire gagner des cadeaux, et donnez-nous vos pronos pour la Suède, un peu en dessous, et je dirais celui qui a le podium pourra repartir avec une ou deux places pour entrer et visiter notre exposition permanente quand elle sera ouverte. Et la petite surprise du jour, Ah, voilà, encore une fois, c'est du boulot, un peu plus haut. avec les décalcomanies de Monsieur Bricolage, le fameux euh, Oui, Philippe Bafoun, qui est très connu, et lui aussi c'est un amateur. Alors certes, peut-être un peu plus aisé que pas mal d'autres amateurs, mais qui est toujours présent, qui a un partage de passion qui est juste magnifique, qui avait fait le Monte-Carlo justement avec Arnaud Dunant, qu'on a retrouvé aux côtés de Johan Rossel sur une Alpine. Donc je lui fais un grand coucou aussi parce que c'est juste un régal de travailler avec lui. Et puis voilà une planche là de Chris Ingram, donc un Anglais pardon qui a roulé, qui a fait le Monte Carlo l'année dernière sur une Skoda, la fameuse Skoda bleu ciel. C'était en 2023, et donc ces planches de décal, elles ont été dessinées par une très bonne connaissance, Hervé Laurent, qui œuvre énormément sur toutes les planches pour les Alpines. Donc si vous avez une déco d'Alpine à retrouver, c'est chez lui qu'il faut aller. Et Rallye Miniature, donc qui commercialise ces planches de décalcomanie. Donc allez aussi voir tout le travail. Allez vous approvisionner chez eux, c'est de la qualité. S'il y a le moindre petit souci, vous leur faites un mail, un message amical, et en général tout se passe pour le mieux. Et j'en profite aussi pour dire que voilà, en 2025, on est aimable, on est bienveillant les uns envers les autres, et qu'il y a pas, il y a de la place pour tout le monde. Arrêtons toutes ces querelles de clochers, que ce soit DMS Prod qui fait d'autres planches de décalcomanie, Acromini ou d'autres. Voilà, le monde de la miniature est suffisamment grand pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et moi, j'ai énormément de plaisir à échanger de manière très amical, très sincère avec eux tous, autant qu'ils sont ou qu'elles sont. Et rendez-vous chez Auto Mini Racing pour l'ouverture, et avec toutes les news bientôt.
Merci pour tout. Alors, je vais conclure. Déjà, première chose, c'est que je viendrai faire le reportage. Je l'avais promis, j'y retournerai dès que ça sera ouvert parce que tu sais que je suis un petit peu attaché à Saint-Étienne aussi. J'ai passé des bons moments là-bas. Allez, cette émission, on va la dédier à quelqu'un, Mathieu Baumel, qui passe des moments un petit peu compliqués. Donc, j'espère que ça va aller mieux rapidement pour lui. Donc, on lui dédie cette émission en espérant que ça aille mieux rapidement. On se retrouve bientôt. Ouais, on se retrouve bientôt pour le rallye de Suède, au moins après le rallye et peut-être avant si on arrive à mettre en place tout ce qu'on a au programme. Et encore une fois, un vrai plaisir d'échanger aussi avec toi, Fabien, de partager cette passion qui nous lie toutes et tous. Et encore une fois, donnez-nous de la force, faites monter les scores. Abonnez-vous, partagez sur les réseaux, taguez-nous, posez-nous des questions, on vous repartagera, on fera en sorte que la communauté grandisse et qu'on puisse se retrouver aussi sur les boards spéciales, au board avec un verre chez Automini Racing ou autre. Et encore un très très grand merci à vous et portez-vous toutes et tous très bien. Merci pour tout, à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.